C'est longue et prenante. Et nous allons commencer avec une intervention rédigée à quatre, hein, ce qui n'est pas toujours évident, même si on se connaît depuis longtemps et ça fait un certain moment qu'on travaille ensemble. Et on a décidé de commencer avec une intervention qui sera entièrement consacrée, hein, comme le titre l'annonce, à Tony Negri et les luttes de classe en France. Or, comme tout le monde le sait, Tony est connu, hein, à l'échelle mondiale pour sa théorie interdisciplinaire du capitalisme global, hein, qui a notamment été élaborée entre les années 1990 et 2000 avec Michael Hart, ici présent en salle. Mais Tony Footegal est également un philosophe et un historien de la pensée à la fois rigoureux et extrêmement original. Il a été formé à l'école de Federico Chabot, de Delio Cantimori et Eugenio Garin, et dès les années 1950, il a développé aussi une histoire matérialiste de la philosophie, une méthode d'enquête historique qui situe les systèmes de pensée, hein, je le cite, dans les alternatives qui se posaient à l'État et à la société bourgeoise naissante. Negri a utilisé cette méthode, hein, pour relire certaines pierres angulaires de l'univers intellectuel européen, hein, du formalisme juridique kantien jusqu'à Lénine, en passant bien évidemment par Descartes, Spinoza, Hegel et bien sûr Marx, mais aussi des figures qui ont été beaucoup moins étudiées dans la tradition marxiste, hein, comme Giacomo Leopardi, San François d'Assise ou encore le livre de Job. Bien évidemment, hein, on pourrait passer des longues minutes, hein, à tout simplement énumérer les titres, hein, des textes, des articles, des livres qu'il a écrits, hein, entre la fin des années 50 et le début des années 2020, hein, c'est-à-dire soit plus de 60 ans d'activité intellectuelle ininterrompue. Mais pour nous, Tony Negri, hein, ou Tony tout simplement, a été avant tout un militant et un militant révolutionnaire, hein, un infatigable organisateur, hein, un politique pensant plus qu'un penseur politique, hein, quelqu'un qui a consacré toute sa vie avec une force inépuisable, hein, et un enthousiasme inébranlable à la pratique des rapports sociaux existants. Et c'est cette passion pour le présent, ces conflits et ces transformations, qu'il a transmis à au moins trois générations de camarades, avec l'élan, hein, et l'optimisme de la raison qui ont fait sa renommée, qui est au centre de cette intervention. Une passion inépuisable, je disais, pour le renversement du monde tel qu'il est, hein, pour laquelle il a aussi payé un lourd tribut, hein, en termes de répression et de privation des libertés. C'est en ce sens, comme l'a rappelé Judith, que la vie de Tony a été celle d'une singularité commune. Pas le signe d'un nom propre, mais, pour s'exprimer dans son langage, un excédent théorique et politique qui déborde les frontières de l'individu. Et de ce point de vue, plutôt que laisser un vide, la disparition de Tony nous livre aussi et surtout une plénitude, hein, un héritage composé d'un archipel d'analyses, de pratiques de recherche, hein, de concepts, d'hypothèses et d'un jeu de discussion qui demeure, hein, très largement ouvert aussi ici et maintenant. Sans la prétention, bien évidemment, de les aborder de façon exhaustive, cette intervention est plutôt conçue comme une introduction à une table ronde. Hein, on y tient vraiment à souligner ce point. Dans les 50 minutes qui vont suivre, nous nous limiterons donc à esquisser quelques pistes de réflexion, à la fois historiques, théoriques et stratégiques, sur le rapport que la pensée de Tony a instauré avec la France. Hein, ses figures intellectuelles, sa philosophie, hein, qui a été si influente et si vitale dans l'après-guerre, bien sûr, mais aussi et surtout ces conflits, hein, c'est-à-dire les cycles et les conjonctures des luttes des classes qu'il a traversées, hein, dans son long séjour parisien. Une très grande partie de l'intervention, hein, se focalisera donc sur des épisodes de lutte que, pour des évidentes raisons biographiques, nous n'avons pas vécu en première personne. Et du coup, l'invitation est véritablement à compléter ou carrément corriger certains aspects de cet exposé en revenant, hein, sur des moments de cette histoire. Deux précisions à cet égard. Tout d'abord, nous ne proposons pas cet exercice dans un esprit pédagogique,
qui souhaiterait expliquer les luttes françaises aux camarades nés et grandis ici à travers la grammaire théorico-politique de Tony, mais plutôt dans la perspective de la circulation, de la porosité entre les évolutions de la pensée de Tony à partir des années 1980 et son travail d'enquête et de réflexion militante sur les luttes françaises et à partir des luttes françaises. Et puis, deuxième précision, nous n'abordons pas non plus cette reconstruction avec un esprit chauvin qui réduirait la pensée de Tony au cadre national restreint de l'Hexagone. À l'inverse, nous reconnaissons dans ce rapport, avec les luttes des classes en France, un vecteur d'internationalisme. Comme Tony l'a écrit, je le cite, l'exil politique de masse des militants italiens à la suite de la répression de la fin des années 1970 a représenté une internationalisation imprévue des mouvements des années 70, assumée sans peur, presque comme une anticipation de l'immigration intellectuelle depuis l'Italie qui deviendra massive au tournant des années 2000. Et je crois que cet espace est une illustration vivante, on espère, de cet aspect. La citation que je viens de mentionner, qui est tirée de Galera et Exil, le deuxième volume de son autobiographie, nous parle directement, car elle anticipe une expérience d'émigration, ou du moins de mobilité intra-européenne, qui est la nôtre, mais elle exprime aussi avec clarté un trait fondamental de la pensée de Tony. Ce sont les luttes, ce sont les irruptions de subjectivité qui constituent la clé d'accès privilégiée à la connaissance du réel. Ces contradictions comme de ces virtualités, son potentiel aussi. Ce sont les luttes qui forcent la pensée à aller plus loin, qui l'exposent à l'imprévu, qui remettent en jeu les certitudes jusque-là établies. Ce geste, toutefois, n'est pas seulement un geste méthodologique, il est aussi éthique et politique. Il dessine les contours de ce qu'on pourrait appeler une épistémologie partisane, où l'analyse se construit depuis le mouvement discontinu de composition et recomposition de classe. Une épistémologie partisane qui esquisse aussi, entre autres choses, les traits d'un ethos, l'attitude d'une recherche qui est résolument immanente à ces mouvements. Dans cette intervention, donc, je répète, nous vous invitons vraiment à compléter par vos expériences et souvenirs, par vos récits, par vos bilans et analyses. Nous voudrions suivre ce fil conducteur qui traverse tout l'opéralisme de Tony, c'est-à-dire cette circularité entre production théorique et enquête militante, pour revenir sur le rapport singulier qu'il a entretenu avec les luttes sociales en France. Ce parcours commence dans les années 1980, au temps de l'exil et du long hiver des mouvements, et se prolonge jusqu'à la fin de sa vie, en décembre 2023. Notre intervention va donc s'articuler fondamentalement en 4 parties. Les années 1980, tout d'abord, les années 1990, ensuite, puis les années 2000-2010, et la toute fin des années 2010 avec le cycle de mobilisation qui commence en 2016 en nous focalisant notamment sur les gilets jaunes. Et après ces 4 moments, je résumerai très brièvement quelques points de réflexion, quelques nœuds, quelques chantiers stratégiques et encore nous allons soumettre au débat. Les années exil d'Antonio Negri en France, au début des années 1980, marquent l'ouverture d'une nouvelle saison de sa pensée. Il s'agit pour Tony de poursuivre à distance sa bataille contre l'acharnement judiciaire et répressif qui frappe les militants italiens, notamment des années 1970, de défendre la légitimité d'un droit à la fuite, c'est-à-dire de revendiquer le choix qu'il partage avec nombreux camarades, celui d'avoir échappé ou s'être évadé de la prison italienne et de la violence d'une justice politique conduite au mépris des principes élémentaires du garantisme juridique. Mais il s'agit aussi, et peut-être surtout,
de faire de l'exil parisien un point d'appui et de relance, comme c'est d'habitude avec Tony. Non pas un nouveau début, mais une sorte de continuation discontinue, une occasion pour nouer des nouveaux liens, pour reprendre l'analyse, non pas, comme il le dira lui-même, en inventant une nouvelle théorie, mais en cherchant une nouvelle manière de faire théorie. Aux côtés de plusieurs ouvrages importants publiés durant cette longue période d'exil, des œuvres dont on a déjà parlé ou dont on parlera dans ces deuxième journée de colloque, parmi lesquelles Lenta Ginestra, Fabbriche del Soggetto en italien et Fine Secolo en langue anglaise. Ce que nous souhaitons surtout mettre en lumière, ce sont les interventions de Negri sur et dans les luttes qui émergent en France dans la seconde moitié des années 1980. En 1986, de nouvelles éruptions surgissent. Les lycéens s'insurgent contre la première réforme néolibérale de l'éducation nationale, visant à renforcer le lien entre formation et marché du travail, et à précariser davantage la force de travail intellectuelle. La mobilisation s'intensifie après l'assassinat de Malik Oussekine, tué par la police. L'enjeu racial, décolonial et policier devient de lors indissociable d'une lutte étudiante qui préfigure déjà celle des précaires. Ce sont là des éléments que l'on retrouvera à travers des forts divers dans de nombreuses mobilisations françaises successives, notamment des révoltes de 2005 jusqu'aux Gilets jaunes. Mais l'année 1986, pour Negri, ce n'est pas seulement l'éruption des lycéens dans la sphère publique. Deux autres foyers de lutte émergent alors, annonçant des transformations profondes de la composition de classe. Il s'agit d'abord de la mobilisation des infirmières dans les grands hôpitaux. La lutte des infirmières dépasse largement le cadre des revendications salariales. Elle met en question la gestion même du système de soins au sein de l'État-providence. Qui doit administrer, diriger, organiser les institutions de la reproduction sociale? Dans les hôpitaux, cette question se pose pour Negri de manière paradigmatique. Les comités de lutte exigent que la gestion des soins soit prise en charge collectivement. Patients, infirmiers, familles, personnels médicaux, habitants du quartier. Negri observe cette lutte avec une proximité manifeste, y retrouvant des échos des expériences féministes menées en Italie dans les années 1970. Dans le même temps, les premières actions des intermittents du spectacle amorcent un mouvement qui problématise une autre dimension essentielle, le temps fragmenté du travail précaire. Leurs conditions révèlent, selon Negri, un changement profond du mode de production capitaliste. La discontinuité, l'autonomie, la flexibilité, la mobilité ne sont plus l'exception, mais deviennent la norme du travail vivant. Les intermittents articulent pour la première fois la revendication d'un revenu d'existence, anticipant les débats à venir sur le revenu de base, universel et inconditionnel, mais surtout redéfinissant les contours du conflit. Leur lutte s'étend dans les rues, les places, les théâtres, les scènes politiques et syndicales, avec une dimension performative puissante. Briser le silence, sortir de l'invisibilité, faire irruption dans l'espace public. Il s'agit donc de luttes qui confirment et dépassent, comme il l'affirmera dans son autobiographie, l'hypothèse de l'ouvrier social, élaborée dans les années 1970 dans le sillage de l'opéraïsme. Elle confirme une telle hypothèse, car, d'après Tony, l'irruption de la scène de la génération Beurre, des nouvelles luttes étudiantes, des infirmières et des précaires du spectacle, montre que la figure de l'ouvrier social qui avait brisé le mur de l'usine pour déplacer le conflit sur la dimension métropolitaine est désormais à l'avant-garde de la grève et de la mobilisation. Mais elle dépasse aussi l'hypothèse de l'ouvrier social, car
Elle marque, elle marque le surgissement d'une dimension de la composition de classe signée par les processus de décolonisation qui rend indissociable le travail et la race, la citoyenneté et l'identité. Dans les années 1980, en effet, la génération Beurre fait à son tour irruption au centre de la scène politique. Pour Negri, on a affaire à une génération issue de l'immigration, ce que l'on désigne à l'époque comme la deuxième génération, héritière des luttes ouvrières dans les usines et des luttes anticoloniales, dans les usines algériennes surtout, mais désormais installée dans la métropole et prise dans des processus contradictoires de scolarisation et intégration. D'une part, ces figures sont contrôlées et dominées par les dispositifs d'un racisme structurel d'État, dont l'une des fonctions est précisément de racialiser la division du travail. D'autre part, dans une perspective historique, les beurs incarnent la puissance de l'autre mouvement ouvrier. Elles sont en mesure d'affronter la segmentation interne d'un marché du travail qui, en France, comme le rappelle aussi dans un article Farida et Carlo, ce marché du travail s'est constitué dès ses origines comme un marché colonial et mondialisé. Ces jeunes que Negri appelle des orphées multicolores élargissent les horizons géographiques et culturels de la nouvelle composition de classe recherchée par Tony. Ce qui plus tard sera nommé multitude, et plus récemment la classe intersectionnelle ou la classe multitude, dans un texte qui nous rappellerons par la suite, écrit avec Michael. L'analyse des luttes des années 1980 permet d'interroger la nouvelle manière de faire théorie que Tony cherchait dans l'exil au prisme de deux axes théoriques interconnectés. Le premier découle de sa rencontre et de son amitié avec Félix Guattari, avec qui il coécrit un ouvrage majeur sur les nouveaux espaces de liberté. Ensemble, ils s'efforcent de réinscrire le communisme dans un horizon de liberté, en le pensant comme un processus non seulement d'émancipation, mais de libération de multiples formes de domination, caractéristiques de ce qu'il nomme à ce stade le capitalisme mondial intégré. Le second axe touche au dialogue que Tony entretient avec Deleuze et Foucault autour de la production de subjectivité. Dès le milieu des années 1970, la découverte de l'ouvrier social avait conduit Negri à élaborer un marxisme non seulement compatible, mais complémentaire aux hypothèses de ces derniers. À partir de cette période, Negri présente le capital comme un système de domination sans cesse mise en crise par les pratiques de l'autovalorisation prolétaire. Contrairement à d'autres interprètes, il ne voit pas dans les Grundrisse l'exposition logique du capital comme totalité close sur elle-même, mais plutôt une présentation du mode de production comme un rapport de force fragile, fondé sur un pouvoir toujours au bord de la rupture, à travers et traversé par une discontinuité matérialiste. C'est une citation. La subjectivité ou la différence qui se produit au sein même des rapports de production. La catégorie de production, lit-on dans Marx de la de Marx, ne peut se constituer que comme différence, comme totalité des sujets, des différences, de l'antagonisme. Entre alors en jeu la notion foucauldienne de production du sujet, en tel que Negri non seulement assimile, mais transforme. Dans les années 1980, ce concept permet à Negri de se distancier du marxisme d'Althusser. À ses yeux, Althusser montre clairement qu'à un certain stade du développement capitaliste, la superstructure, la culture, les savoirs, la connaissance, est mise au travail et devient inséparable de la structure économique. Cependant, pour Negri, bien Althusser en aperçoit la portée, il n'en tire pas toutes les conséquences. À la lumière des luttes de l'époque, la production du sujet ne constitue pas seulement pour Negri l'effet de l'idéologie bourgeoise, mais un casse-tête politique. Dans Fabrique du sujet, note pour un dispositif ontologique, publié en 1997, ce thème devient le nom du rapport non résolu entre la subjectivité qui se constitue dans la lutte de classe et l'objectivité du processus historique dans lequel elle s'inscrit. Dans le vocabulaire opéraliste, il s'agit de l'articulation entre la composition politique et la composition technique du nouveau prolétariat, une articulation à retrouver dans les transformations du capitalisme
qui ont suivi la phase du compromis fordiste. À Paris, en effet, dans les luttes que nous venons de mentionner, Negri enregistre la crise de la dialectique lutte, développement, restructuration, à travers laquelle les opéraïstes avaient analysé le développement du capitalisme fordiste. Mais comment penser alors la rupture révolutionnaire en dehors de la dialectique entre lutte ouvrière et capitale? Alors, je cite à nouveau, tout mon parcours philosophique, affirme Negri à ce propos, a consisté à analyser et à rendre dynamique le couple détermination-subjectivation. En tant que marxiste, ajoute-t-il, j'ai cherché à désenclaver et subjectiver la détermination de la lutte des classes dans la tendance du développement capitaliste. Désenclaver la lutte de classe signifie littéralement la libérer de son enclave, arracher la production de subjectivité au commandement du capital, en saisissant dans la tendance historique même la possibilité concrète ou l'imprévu de la rupture. Avec la séquence des années 80, on vient de le voir, une nouvelle figure de la classe à venir se dessine. Les étudiants, les infirmières, les intermittents déplacent la lutte salariale vers d'autres horizons, ceux du revenu universel et l'horizon qui prendra le nom du commun. La nouvelle composition des classes n'a plus les contours, on l'a dit, de l'ouvrier d'usine, un ouvrier mâle, blanc, musclé, au moins selon les stéréotypes, organisé dans des partis, dans des syndicats nationaux, mais il a les contours d'une force de travail dotée d'une intellectualité diffuse et massifiée, mobile, flexible, précarisée, ancrée dans un processus de reproduction sociale et de coopération cognitive. La génération Beurre annonce à son tour les nouvelles dimensions d'un prolétariat créolisé racisé, toujours et déjà intégré dans les circuits transnationaux du capital, qui met en discussion la hiérarchie sociale et spatiale et épistémique entre centre et périphérie du mode de production capitaliste. Face à la profondeur de ces transformations, il faut des outils d'analyse puissants et inédits, d'après Tony. À ce stade, il convient alors de souligner dans notre exposé trois éléments qui, entre la fin des années 80 et les années 90, donnent corps au nouveau mode de faire théorie propre à Tony Negri. Une production intellectuelle indissociable de la lutte, de l'enquête et de l'expérimentation politique collective. Trois dispositifs principaux sont mis en place à cette époque. Des dispositifs qui ont inspiré, jusqu'aujourd'hui même, le travail des générations suivantes, comme le témoigne notre propre mode d'intervention théorique et politique en France. Le premier moment, qui suit immédiatement un cycle de lutte, est celui de la mise en place d'un séminaire. Le séminaire animé par Tony et ses camarades à Paris prend, à la fin des années 80, en dimension publique. Il est successivement accueilli par le Collège international de philosophie, puis par l'Université européenne de la recherche. Si Tony en assure la coordination, chacun est invité à intervenir, à partager ses expériences, à relancer la discussion à partir de luttes. Les débats débouchent sur une cartographie, des pairs aux infirmières, des étudiants aux intermittents, en passant par les transformations du travail et de la reproduction sociale. C'est dans cet espace d'élaboration collective, à la croisée de récits militants et réflexions philosophiques, que le concept de multitude commence à émerger. C'est là que s'amorcent les premières élaborations du général intellect, du travail cognitif, autrement dit, du travail vivant, déploie de plus en plus un savoir vivant. Le deuxième dispositif de recherche est constitué par l'enquête conduite à la même époque dans la plaine Saint-Denis, menée avec Maurizio Lazzarato, Antonella Consari et d'autres. Et cette enquête a été documentée par ailleurs dans la publication sur ce qu'ils appellent à l'époque, Tony et ses camarades, les bassins du travail immatériel. Cette enquête, qui portait aussi sur des nouveaux réseaux productifs, comme celui de Benetton ou de Sentier, cherchait à analyser précisément la transition capitaliste post-fordiste à partir des territoires concrets, territorialisés, spatialisés de la métropole parisienne, comme des processus donc à la fois matériels, immatériels, spatial et subjectifs. Les résultats sont bouleversants et invitent encore une fois à aller au-delà de l'hypothèse du travail social. Ils la dépassent.
tout en la confirmant. Un nouveau prolétariat émerge, caractérisé par la dimension cognitive, la mobilité, la précarité, ainsi que par des processus on commence à parler de féminisation du travail. Mais plus encore que les résultats de l'enquête, c'est la méthode qui compte aussi pour nous. Il s'agit pour Tony, en effet, d'étudier une structure productive rhizomatique, en gardant à l'esprit que ceci est toujours un rapport social antagonique. Nous voyons aussi un élément de dialogue critique encore, avec Deleuze et Guattari en particulier. Un rapport antagonique qu'il faut comprendre à travers les modifications concrètes du rapport travail-capital moyen de production. Il faut donc partir du langage, de la communication, de l'information comme autant des ressources mobilisées dans le processus de travail, d'exploitation et de lutte. Enfin, dans les années 90, Tony déploie un troisième dispositif, celui de la revue, et en particulier de la revue Futur Intérieur, à ce moment gérée avec Jean-Marie Vincent et Denis Berger. Celle-ci joue un rôle majeur dans la diffusion du nouvel opéraïsme en France, tout en favorisant son dialogue avec d'autres traditions théoriques, en particulier les philosophies post-structuralistes, les féminismes, les théories de la communication, ou encore les études culturelles. Futur Intérieur fait le lien entre la lignée de l'opéraïsme italien, donc, et le contexte français post-68, contribuant activement à une refonte transnationale de la boîte à outils de la pensée marxiste. Elle constitue un espace de traduction dans le sens linguistique, mais surtout politique du terme, à partir d'une interrogation constante de transformation du capitalisme contemporain. C'est ici, dans le dispositif de la revue, que les résultats de l'enquête sont soumis au débat, à la discussion, aux critiques, à l'avancement collectif. C'est donc à travers ces trois dispositifs, on l'a dit, le séminaire, l'enquête, la revue, que Négri et ses camarades se lancent dans l'analyse de ce qu'ils appellent la première grève métropolitaine, le mouvement victorieux de 1995 en France, qu'ils interprètent, et nous les citons, comme la première rupture de masse contre le néolibéralisme. Fin de la citation. Ce mouvement, dont Tony verra les caractères à l'œuvre aussi dans d'autres moments de lutte en France, comme le mouvement anti-CPE de 2006 ou le mouvement contre la réforme de la retraite de 2010, pose en effet plusieurs thèmes qui seront élaborés par la suite. J'en cite 4, mais ce n'est que des exemples. La question des services publics comme sphère du public non étatique, qui doit être réapproprié par la multitude sous la forme du commun. J'insiste sur le concept de public non étatique comme élaboration de la notion des services publics qui est au centre de l'imaginaire de la gauche française. Deuxièmement, le rapport entre travailleurs, travailleuses et usagers, qui ouvre une analyse de la coproduction des services dont découle le public non étatique. Troisième élément, les nouvelles pratiques et les nouveaux sujets de la grève, et notamment le rôle crucial des secteurs de l'énergie, des transports et de la reproduction sociale, qui anticipent la proposition plus tardive que Véronica Gago a citée hier soir, donc à partir de laquelle elle a commencé son exposé, de la grève sociale ou de la grève abstraite, qui commence déjà à être amorcée dans ce débat sur les nouvelles pratiques et figures de la grève, en 1995. Troisième élément, c'est le rapport spécifique que dans ces nouvelles formes de la grève s'instaure entre un travail vivant de plus en plus cognitif et les moyens de production de ce travail vivant. Une analyse qui anticipe le concept de appropriation de capital fixe par les travailleuses et travailleurs numériques, un concept qui sera développé dans Assembly, par exemple, aussi dans d'autres textes plus récents. Je passe maintenant à une troisième séquence. Évidemment, ces passages ne sont pas aussi schématiques qu'on les présente. C'est pour des raisons d'exposition qu'on les distingue. Les années 2000 et 2010. On qualifie ce passage comme un moment où, du mouvement intermondialiste, Tony pose la question de l'Europe comme terrain de lutte et de conflit. Pour Tony, la dernière décennie avant la crise financière mondiale de 2008 voit s'ouvrir un nouvel espace stratégique pour le lutte. Celui de la métropole globalisée, évidemment,
mais aussi celui de l'Europe comme terrain continental du rapport de force. C'est dans cette période qui se cristallise l'élaboration de la notion de commun, comme nature commune, mode de production émergent et comme forme de subjectivation politique collective. C'est également dans ce contexte que publié Empire, coécrit avec Michael Hart ici présent, et publié avant les journées de Gênes de Miller. En France, comme dans d'autres pays, le texte est bien en référence immédiate pour les mouvements intermondialistes, bien au-delà de la sphère académique. Si les années 2000 en France sont moins marquées par une présence régulière, physique de Tony, son influence reste cependant forte, voire très forte. Je peux donner qu'un exemple. Lors du Forum social européen de 2003 à la Villette, son intervention ici à Paris, au parc de la Villette, son intervention est remarquée, suscite un débat intense, voire conflictuel, autour de nouvelles formes de subjectivation politique et des mutations de l'État dans la mondialisation néolibérale. L'espace des forums sociaux devient alors un laboratoire stratégique pour un nouvel internationalisme de lutte. Mais voici un point intéressant. Cet horizon altermondialiste rencontre aussi en France des nouvelles fractures et des nouvelles occasions de réflexion. La révolte des banlieues de 2005, d'une part, le mouvement contre le CPE en 2006, d'autre part, révèlent des formes de conflictualité radicale, mais difficilement saisies par les forces organisées de la gauche. La révolte des banlieues en particulier fait définitivement exploser la fiction républicaine d'une égalité abstraite, la logique de l'intégration républicaine. Elle met en évidence une ségrégation raciale et sociale profonde auquel la tradition politique française ne semble pas prête à répondre. Cette séquence accentue ultérieurement une tension qui travaillait déjà à la pensée de Tony depuis les années 80. Comment articuler politiquement, au sein de la multitude, les nouvelles figures du travail cognitif et les subjectivités racialisées et postcoloniales issues de la ségrégation urbaine? Comment repenser, autrement dit, la métropole, non seulement comme un espace productif et communicationnel, mais aussi comme un territoire des conflits spatiaux, raciaux et policiers? Dans cette période, la revue Multitude, fondée dans le sillage du futur intérieur, devient un lieu important de recomposition des savoirs critiques, même si elle termine par une rupture ouverte avec Tony, qui marque aussi les limites d'un certain projet de traduction politique et théorique. Dans ce contexte, la question européenne devient également un enjeu politique de premier ordre. Le rejet du traité constitutionnel européen lors du référendum de 2005 constitue en particulier un moment de bascule. Il bouleverse, en les recomposant avec d'autres géométries, le spectre électoral et révèle une profonde fracture entre les couches populaires et les élites politiques allemandes. Il témoigne également d'une difficulté majeure des forces critiques à articuler une position claire sur l'Europe, entre repli national souverainiste et européisme néolibéral. La voie est serrée et peu d'alternatives s'esquissent. Pour Tony, ce moment cristallise un problème stratégique. Si l'Europe est un espace potentiel de circulation de lutte, de critique du chauvinisme, d'expérimentation institutionnelle post-nationale, de contre-pouvoir démocratique, elle est aussi l'un des laboratoires du néolibéralisme autoritaire et de la gouvernance technocratique. Son choix de trancher ce nœud gordien en faisant campagne pour le oui au référendum sur la Constitution européenne de 2005 n'a bien évidemment pas fait de consensus à gauche en France. Aujourd'hui, après 15 ans d'austérité, culminée dans la crise grecque de 2005 et dans l'actuelle de 2015, pardonnez-moi, et dans l'actuelle phase de réarmement, ce choix pourrait paraître, a posteriori, encore plus discutable qu'à l'époque. Néanmoins, cela n'arrive à rien au problème ouvert par la question à laquelle ce choix tentait de répondre. Un problème qui a bien sûr changé dans la phase actuelle que Sandro Mezzadra Bradlison qualifie et analyse en termes de mondialisation centrifuge et multipolaire. Ce problème continue donc de défier
les luttes sur un terrain glissant entre territorialisation et déterritorialisation, niveau local, national, transnational, mondial. C'est cette ambivalence, d'ailleurs, que les concepts de public non étatique, devenus ensuite le commun, essayent de saisir. Ni repli vers l'État-nation, ni simple défense des institutions européennes existantes, mais invention de nouvelles formes de services, de droits, de coproduction, ancrées dans la coopération sociale, qui puissent faire durer des ruptures multitudinaires avec le néolibéralisme. Dans la séquence immédiatement successive, disons entre 2006 et 2010, des tensions internes finissent par fissurer le mouvement altermondialiste. Après les grandes mobilisations de Gênes et de Porto Alegre, l'espace transnational du mouvement se fragmente, en révélant au grand jour les divergences relatives au rapport à l'État, à la violence, à l'Europe. Le processus constituant d'un nouvel internationalisme reste ainsi amorcé, mais inachevé. Cette période, toutefois, ouvre un nouvel espace de problématisation stratégique, celui de la démocratie non représentative, des assemblées de base, des expérimentations d'organisations multitudinaires leaderless, sans leadership. Autant de questions qui reviendront avec force en France lors du cycle inauguré en 2016. Nous revenons maintenant sur un point que nous avons déjà souligné en ouverture, mais qui, selon nous, mérite d'être réaffirmé ici, tant il constitue un fil rouge de la pensée de Tony Negri. Sa capacité à se laisser interpeller par les luttes, à ajuster, voire changer ses perspectives à mesure que de nouvelles subjectivités émergent, à penser avec et à partir des mouvements, même lorsqu'ils ne rentrent pas dans les cadres théoriques préétablis. Il ne s'agit pas d'un simple principe intellectuel, mais d'une posture et d'une méthode d'un ethos qui a traversé sa vie. Cet ethos, nous l'avons vu à l'œuvre de manière particulièrement forte à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. C'est toute une période décisive pour nous, plusieurs membres de ces collectifs séminaires que nous avons traversés avec les dispositifs de la plateforme d'enquête militante. En suivant la logique de la co-recherche, nous nous sommes immergés dans le mouvement. Nous avons participé aux assemblées locales, ainsi que au processus confédéral de l'Assemblée des assemblées. Nous avons été présents sous les ronds-points. À chaque acte du mouvement, nous étions dans les blocages, dans les manifs sauvages et dans la panoplie d'actions, des sabotages et des désobéissances. Cette immersion nous a permis de saisir à quel point ce soulèvement a réactivé, dans un moment de bascule du néolibéralisme, la possibilité d'une transformation par en bas. Dans cette séquence, les échanges avec Tony ont été essentiels et très intenses. Nous partagions avec lui nos analyses, nos doutes et aussi nos colères, notamment face à la manière dont le mouvement était caricaturé à l'étranger, et particulièrement en Italie, où les gilets jaunes étaient souvent réduits à une masse confuse de fascistes, d'antisémites ou de poujadistes, pendant que Macron était encensé comme dernier rempart libéral progressiste de l'Union européenne. Tout d'abord, Tony a immédiatement souligné la continuité du mouvement des Gilets jaunes avec les grands cycles globaux des mobilisations qui a suivi la crise de 2008 et qui, de l'Espagne aux États-Unis en passant par les printemps arabes, Gezi Park, ou encore les processus constituants chiliens et beaucoup d'autres insurrections, notamment au cours de 2019, s'est caractérisé par la pratique des occupations des places, un refus obstiné de toute forme de représentation politique, la prolifération des pratiques d'assemblée, et la revendication de démocratie directe et réelle contre la gouvernance néolibérale, des thématiques que Tony avait analysées en collaboration avec Michael dans Assembly. Mais d'autre part, les Gilets jaunes offrent également aux thèses d'Assembly une sorte de banque d'essai à partir duquel celles-ci sont problématisées et précisées, témoignant encore une fois de cet échange permanent entre travail des luttes et travail de la théorie. C'est donc à partir de ces problématisations nouvelles que nous souhaiterions, en conclusion, mettre en évidence deux niveaux d'analyse à travers lesquels Tony a abordé les mouvements des Gilets jaunes. Les premiers concernent la question du devenir classe de la multitude, un axe central qu'il développe justement à cette période avec Michael, notamment dans Empire 20 ans après. Comment Tony met-il à l'épreuve l'hypothèse du devenir classe de la multitude à partir du mouvement des Gilets jaunes? Il le fait en premier lieu en analysant de près les revendications portées par le mouvement. Ce point est décisif car il prend le contre-pied
des lectures dominantes au moment de l'émergence du soulèvement. Des lectures qui voyaient dans les Gilets jaunes tantôt une révolte antifiscale tentée de poujadisme, tantôt une mobilisation anti-écologiste en raison de l'opposition à la taxe carbone. Negri, lui, insiste sur un autre aspect central à ses yeux. Lorsque les Gilets jaunes parlent du pouvoir d'achat, un langage souvent regardé avec méfiance à gauche, il pose en réalité une revendication des salaires sociaux, c'est-à-dire une reconnaissance de la puissance productive de la vie sociale mise au travail, de la valeur générée par des formes de travail et des coopérations qui débordent largement les cadres salariales classiques. Le cœur du conflit devient alors celui du coût de la force de travail et de la distribution des richesses. Il touche à la question de la propriété et Negri note d'ailleurs que Macron refuse obstinément toute réforme de l'impôt sur la fortune. Derrière cette bataille sur le pouvoir d'achat, Tony perçoit en creux quelque chose de plus profond, l'émergence d'une revendication du commun, encore confuse mais réelle, une conflictualité sociale que même l'hétérogénéité du mouvement et son apparence interclassiste ne parviennent plus à masquer. Ce qu'il identifie, c'est une lutte pour la dignité matérielle, mais aussi une tentative, encore informelle, de requalifier les pouvoirs politiques de la reproduction sociale. Cette revendication révèle donc une exigence de transformation structurelle. Pour Negri, les Gilets jaunes portent une critique radicale de la démocratie représentative et incarnent une inspiration à une démocratie directe fondée sur la multitude. Ces liens entre les revendications matérielles et les formes des pouvoirs est décisif. Il ouvre la voie à une lecture constituante du mouvement, où la question du revenu, du welfare et celle d'une nouvelle démocratie du commun deviennent inséparables. Cet aspect nous conduit au deuxième niveau d'analyse qui concerne la notion de contre-pouvoir. Ce qui qualifie les mouvements comme tels, ce n'est pas seulement sa radicalité ou sa force symbolique, mais sa durée, sa persistance dans le temps et surtout son refus délibéré de se constituer en parti. Dans un moment où l'exécutif cherchait activement à canaliser la contestation vers une forme représentative classique par le biais du grand débat ou d'une médiation institutionnelle, les Gilets jaunes ont maintenu une posture de refus. Refus d'être pris au piège de l'autonomie du politique ou bien du spectacle présidentiel. Ces refus n'étaient bien évidemment pas une fuite hors du politique, mais au contraire un geste profondément politique. Une volonté affirmée de ne pas être absorbé par un système institutionnel devenu d'ailleurs incapable, on l'a déjà vu, d'accueillir les conflictualités réelles exprimées par la société française. Cette volonté s'est accompagnée des propositions à portée constituante, notamment l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne, conçu par Tony à la fois comme un pouvoir des vétos populaires et comme une forme de pouvoir législatif direct, ainsi que les développements de l'Assemblée des assemblées. C'est ce qui pousse Tony à voir dans cette séquence une première tentative de, je le cite, soviet post-industriel. Combien de préciser que la question du contre-pouvoir, Tony la lie également à la lumière des expériences récentes, comme celle de Podemos en Espagne ou du mouvement 5 étoiles en Italie, dont il observe avec lucidité les limites. À ses yeux, les Gilets jaunes incarnent un dépassement définitif du modèle de l'État des partis. Cette forme politique dont il avait analysé dès les années 60 la genèse, les développements et l'épuisement, notamment dans la forma Stato. Ce dépassement contraint les mouvements à se repenser autrement, non comme candidat à l'intégration dans les appareils de l'État, mais comme contre-pouvoirs territoriaux multiples capables de prolonger la lutte sans en diluer la puissance constituante. C'est précisément à ces niveaux que Negri reformule la problématique du pouvoir constituant. Les pouvoirs constituants, dans cette configuration, ne peuvent plus être conçus comme un moment d'exception par rapport au pouvoir constitué, mais comme une force diffuse, plurielle et en tension permanente avec l'ordre établi. Face à un blocage institutionnel rigide, en France comme à l'échelle de la gouvernance européenne, le seul espace d'expression possible pour ce pouvoir constituant devient celui des contre-pouvoirs. Negri insiste sur ce point. Les mouvements sociaux contemporains ne sont pas anarchiques, ils portent en eux une exigence d'ordre nouveau. Ils ne réclament pas l'effondrement du politique, mais l'ouverture d'un processus reconstituant réel. Dans ce cadre, la question de la démocratie directe réapparaît avec force. Negri l'aborde avec prudence, mais aussi avec son enthousiasme habituel.
Pour lui, la démocratie directe ne relève plus d'une utopie abstraite. Les conditions techniques et sociales de sa mise en œuvre existent à condition de libérer les technologies de communication de leur capture marchande. Ce que Rousseau envisageait à l'échelle de la ville de Genève de son temps devient aujourd'hui envisageable à l'échelle mondiale grâce au réseau numérique. Là où les populismes numériques a échoué à briser les monopoles de la décision politique, en reproduisant au contraire une démocratie représentative à tendance oligarchique renforcée par les algorithmes, Negri pose la nécessité de penser une démocratie directe réelle fondée sur la coopération, l'auto-organisation et la concentration non centralisée du pouvoir, pour reprendre une formule de Ferrari Bravo. Cette démocratie directe ne peut se limiter à une œuvre d'ingénierie institutionnelle. Elle doit s'enraciner dans une lutte des classes recomposées, ouvrières, féministes, antiracistes, et s'articuler à une ontologie de la coopération, à des formes d'assemblage collectif, à un horizon fédéraliste. Il s'agit bien sûr d'un diagnostic peut-être excessivement optimiste, surtout si l'on pense à l'ombre techno-pessimiste que projettent aujourd'hui les figures de Trump ou de Musk, et plus généralement à la centralisation autoritaire du pouvoir dans les infrastructures numériques contemporaines. Mais ce qui importe ici, c'est la volonté persistante de penser la qualité de la révolution, de continuer à croire en la possibilité des formes de pouvoir constituant dans un monde interconnecté et saturé des dispositifs techniques, et de refuser ainsi l'idée d'une domination totale et indépassable du biopouvoir. Oui, pour en conclure, quelques considérations finales, même si, je le répète, on n'a pas conçu cet exposé comme une intervention qui débouchera dans une section de questions-réponses, mais plutôt vraiment comme une invitation aussi à partager des considérations, des analyses aussi sur ces différents moments, ceux qui lui ont été proches et des autres aussi. Nous voudrons quand même essayer de mettre en avant quelques remarques qui ont été inspirées par cette généalogie. D'ailleurs, dans nos travaux d'enquête de ces dernières années, c'est-à-dire dans l'analyse de ce cycle de mobilisation plus ou moins semi-permanente qui s'est instauré en France depuis 2016, nous avons abordé notamment trois nœuds principaux, trois chantiers de réflexion que nous avons tenté de mettre aussi en œuvre à travers la confrontation, la discussion avec Denis, et pas seulement avec lui. Le premier concerne ce que nous pouvons appeler la fin de la médiation, ou plus précisément la séparation, désormais manifeste, comme le rappelait également Sandro hier soir dans son intervention, entre moment constitutionnel ou réformiste et moment constituant ou insurgent. Nous avons lu cette séparation à travers la crise structurelle et la torsion de plus en plus autoritaire des institutions de la Ve République qui réactive sa matrice originelle, celle d'un coup d'État permanent. Ensuite, un deuxième chantier qui porte plutôt, lui, sur le concept de multitude comme une tentative de penser une figure de classe, ou plutôt l'énigme contemporain de la classe, qui inclut, mais qui déborde aussi la centralité du travail cognitif. Les luttes multiples que nous avons vues se déployer au cours de la dernière décennie ont en effet incarné sa puissance plurielle et exhibé aussi des nouvelles luttes de subjectivation, du précariat métropolitain au salariat ouvrier traditionnel, des subjectivités racisées des quartiers populaires, aux grèves transféministes, jusqu'au sabotage écologiste de masse, ce que les soulèvements de la Terre appellent le désarmement. C'est cette composition hétérogène-là qui ne désigne pas véritablement une fragmentation, mais une conflictualité commune et transversale qui est traversée par des besoins de traduction politique qui, du coup, posent la question organisationnelle. C'est le troisième chantier qui porte, lui, du coup, sur le nœud de l'articulation politique des luttes, c'est-à-dire de leur capacité à s'installer dans la durée sous la forme de contre-pouvoir. Ce problème, c'est d'abord formulé en termes de fédération des luttes et des espaces d'auto-organisation,
comme en témoigne l'expérience aussi des assemblées pendant le mouvement des Gilets jaunes, dans laquelle nous avons mené une longue co-recherche. Et il s'est ensuite reconfiguré aussi du rapport entre lutte et forme organisationnelle, hein, entre multitude et figure de l'organisation politique. Hein. C'est cette tension que nous avons tenté de penser aussi, hein, notamment l'année dernière avec un texte coécrit avec plusieurs autres membres hein, du séminaire, en analysant la dialectique hein, entre l'accumulation diffuse des luttes et l'émergence hein, d'une forme plastique et un mouvement, hein, tentative de repenser le parti autour de la France insoumise, laquelle, malgré toutes ses lacunes, ses limites, ses aspects problématiques aussi, reste hein, à notre point de vue quand même intéressant. Hein, et notamment, justement, nous avons posé cette question l'année dernière de la formation hein, d'un nouveau Front populaire à partir hein, des luttes, de la généalogie des luttes que nous avons esquissées et notamment qui ont animé hein, le contexte français depuis 2016. Et on aimerait conclure sur ça. Carlo, tu vas modérer? Carlo, moderi. Ok. Non c'è moderatore. C'aveva altri progetti. Il n'y a pas de modération. Il n'y a pas de mots. Non, c'est toi. Tu fais bouger le micro. C'est où l'autre micro? Ah. Ne marche pas? Ah? Ah no, dobbiamo accendere, dire. Voilà. Attends, aspetta, attenzione, l'acceso. Donc, des questions, des remarques, je vais passer les micros dans la salle. Bon, j'en fais une. Ça aurait été intéressant étendre aussi aux années 70, hein, car Tony il avait commencé à développer des rapports importants, je pense y compris avec Yann Moulier-Boutan, qui à l'époque il était très engagé dans les mouvements. Par ailleurs, il y avait toute la question, mais je les connais très peu, toute la question des rapports avec temps moderne et avec Gord. Et ce serait une partie à compléter en vue d'un article qui porterait sur les luttes de la classe en France. Sur le rapport avec Gortz, tu sais quelque chose? Oui, disons que finalement, Gord, il avait opté pour publier des textes de lotta continua plutôt que les textes de Potere Operaio. Et c'est là, d'après moi, il a créé finalement une incompréhension qui s'est prolongée, disons, dans les années 90-2000, en dépit du fait qu'il y a eu une convergence très forte de l'analyse de Gorz vers les analyses que nous avions développées, tout d'abord avec l'adhésion, alors qu'auparavant il rejetait ses propositions dans la proposition du revenu social garanti, et de l'autre côté au concept de travail cognitif et du capitalisme cognitif, disons, lui-même, tout en apportant une contribution aussi originale. Après, là, il y a aussi toute la dialectique, disons, dans laquelle souvent, disons, se retrouver, disons, à la fois la force et la faiblesse de certaines interprétations de Tony, c'est dans le sens qu'ils ont pu donner lieu à des incompréhensions, c'est-à-dire son optimisme de la raison qui lui permettait d'aller
au-delà, disons, de la réalité immédiate et de voir les tendances fortes de la libération et la manière dont c'est là, d'une manière que j'avais trouvé aussi un petit peu, disons, malhonnête, disons, il avait conduit, disons, Gord à dire, disons, il y avait un délire théoriciste dans l'optimisme qu'avait exprimé Tony par rapport aux potentialités émancipatrices du travail cognitif et matériel. Mais après, disons, sont des incompréhensions qui auraient pu se recomposer mieux s'il n'y avait pas eu des autres épisodes. Et à cet égard, c'est aussi important, je pense, l'un des derniers articles que Tony a dédié à la question de l'écologie et en effectuant aussi un bilan critique de son rapport avec d'autres. Mais il faudrait les... Il me semble intéressant de réfléchir sur l'état dans les années 80-90 de Tony, de l'état juridique, disons, de rester en France, le compromis, si j'ai bien compris, peut-être les autres savent plus que moi, que rester en France, ils pouvaient le faire si ils peuvent pas, mais ils ne peuvent pas faire les choses publiques et spécialement politiques. Et donc, cette manière qu'il a fait, qu'il a inventée de pratiquement participer dans les luttes, mais dans une manière publique, ça me semble quelque chose assez intéressant, à travers, comme vous avez dit, avec la revue, les séminaires, donc de faire entrer les mouvements peut-être dans les espaces intellectuels, mais ils ne peuvent pas organiser, même pas dans une manière invisible, il fallait rester à part. Donc, ça me semble, si vous avez quelques idées de l'effet ou de la manière de jouer cette difficulté juridique et politique avec le gouvernement Mitterrand, ça me semble intéressant. D'autres remarques? Oui. Merci. Bon, ça va être grossier, désolé. Ma question, c'est et aujourd'hui parce que vous voyez, vous avez fini au fond la chronologie sur un marquage par la démocratie directe des derniers mouvements. Et moi, j'ai une copine l'été dernier qui m'a dit, en fait, notre logiciel politique fonctionne en te disant, en fait, il suffit qu'on s'organise pour mettre en place la démocratie directe, et les gens, forcément, ils voudront, les gens, forcément, veulent le communisme et préfèrent la démocratie directe. Si on met en place la démocratie directe, les gens préféreront s'organiser en communiste. Et en fait, ma copine, elle disait, en fait, aujourd'hui, c'est pas sûr que les gens préféreront ça. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si le futur s'est inversé au sens où, par rapport à, vous voyez, dans l'héritage marxiste, on est peut-être encore marqué par cette espèce de rengaine. En fait, dans le futur, on va s'organiser pour travailler moins, pour que la vie soit plus confortable, etc. En fait, aujourd'hui, on est dans un présent où le futur va faire, désolé. En fait, le monde est en train on sait que maintenant, le monde va rétrécir. Les conditions de vivabilité, etc. Et donc, à partir de là, il y a deux options. On peut réagir en fasciste ou en communiste à cette situation. Et dans la situation aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément de force pour faire expérimenter à beaucoup de monde la puissance de l'organisation collective, pour s'organiser dans un monde qui va rétrécir, et ben voilà, comment on se dépatouille avec ça, quoi, avec ce présent-là. Donc, Luca, après, D'abord, merci à vous quatre pour, déjà pour l'organisation magnifique de ce colloque et puis pour cet exposé ce matin qui était assez émouvant. Voilà,
Je reviens juste 2 secondes sur la question de l'Europe, l'éternelle question qui a provoqué tout tant de débats au début. Rétrospectivement, vous dites, on pourrait s'interroger si c'était le bon choix, parce que l'on voit aujourd'hui une Europe qui s'arme, etc. Moi, je me dis rétrospectivement, oui, c'était le bon choix, en fait, parce que si l'on regarde aujourd'hui les dérives nationalistes des États à l'intérieur de l'Europe, qui sont pratiquement toutes d'extrême droite, je me demande si, au contraire, on n'aurait pas intérêt, justement, aujourd'hui, à réinvestir l'Europe comme seul espace qui permettrait un peu de recréer une limitation de cette dérive d'extrême droite mondiale, hein, mais aujourd'hui, qui est en Europe particulièrement forte. C'est une question, hein, mais voilà, je passe. Continue à recueillir les remarques Oui, oui, et les oui, oui. questions, vous voulez répondre tout de suite? Non, non, c'est bien. Il n'y a pas, en plus, il n'y a pas de réponse non plus. On va interagir, mais oui, on n'a pas les On va réponses à partager tout. la réflexion. Bonjour, en écoutant votre histoire de la lutte des classes en France, il m'a paru que la transformation et la recomposition de la classe ouvrière en France se fait de plus en plus vite et s'est accélérée ces dernières années. Et du coup, je voulais savoir comment on peut faire pour éviter que la temporalité de la pratique se décorrèle de la temporalité de la théorisation de cette lutte. Questa risponde poi, già non so questa domanda. La mienne, c'est un peu une bêtise, mais vous avez nommé l'optimisme de la raison. Moi, j'ai un peu la peine avec ça, peut-être en partie parce que je pense pour la perspective que Lena elle a portée dans la salle, sur le futur, sur les demain. Mais aussi, ouais, pour des choses un peu plus sur Gramsci, je sais pas, j'ai pas lu vraiment comme je voudrais, mais je pense que dans cette citation très connue, il y a quelque chose du monde d'aujourd'hui qu'il faut réfléchir dans cette dualité, je sais pas, du pensée optimiste et pessimiste. Et la bêtise, c'est de proposer un peu, qu'est-ce que vous pensez, je sais pas, d'un optimisme de la Katsim. Je m'excuse pour les non-italiennes et non-napolétanophones, mais ça, c'est un peu un mot pour dire l'effet de s'énerver en tant que disposition d'esprit, disposition mentale, et plus qu'en termes qu'être assujetti pour des choses d'autres. Et ça, c'est Katsim. Et je pense que cet optimisme, il a plus ouais, à que faire avec les pensées de Tony, comme je l'ai. Bonjour. D'autres remarques, d'autres suggestions, d'autres... L'expression d'émotion aussi, elle est bien accueillie. C'est qui? Ah. Merci. Par rapport à les deux dernières questions, en fait, je pense que tous les projets politiques héritaires, bien sûr, des Lumières, des Siglisnières, toute l'idée politique moderne en général s'effondre aujourd'hui. C'est un peu de ces crises. Toute l'idée même de la politique moderne, on assiste à un temps où apparemment on arrivait à la limite de ça, immédiatement de certaine manière. Et dans ce contexte-là, par rapport à les deux dernières questions, est-ce que, comme vous perçu un peu les échos de les possibilités de puissance politique d'organisation, où est là la question de l'Europe? Parce que et je vais vous poser aussi peut-être un autre question un peu bêtise. Est-ce qu'on a perdu déjà dans les situations plus institutionnelles, dans les cadres, par exemple, plus européens,
Est-ce qu'il y a l'espace vraiment à la puissance ou, comme l'autre intervention disait dans ce moment, majoritairement, il y a un peu à devenir, on peut dire, je vais utiliser un terme comme ça, mais un peu pro-fasciste dans la majorité des populations. Le fascisme aujourd'hui, cette version, s'installe à travers des votes. Ce n'est pas une position dictatoriale comme l'expérimentation néolibérale en Amérique latine. Donc, dans ce sens, dans ce contexte-là, que le futur paraît cancellé et tous les projets modernes même paraissent cancellés, c'est quel espace pour cette puissance, pour imiter cette puissance et c'est quel est le rôle de la question de construire un sujet politique, si c'est possible, c'est valide à partir de toute sa réflexion qui reste un peu dans la corniche de aujourd'hui. Merci. Merci. Ah, alors j'ai deux personnes. Bon, je sais. Lui en premier, après je vais passer à lui. Bonjour, je voudrais toujours vous remercier, aussi parce que en toute caméra, on peut chercher aussi, non? C'est un peu de tout ce que vous avez parlé à propos. Et ce n'est pas une véritable remarque, c'est plus une opportunité de discussion, on peut dire. Il me semble que vous êtes très, très super en traduire la pensée de tenir, qu'on a eu l'opportunité d'avoir connu. Dont aide de constituer des collectifs politiques, hein, de bénéficier la pensée à propos de la relation entre la composition technique et la composition politique, hein, qui est une opération qu'il va toujours traduire. Je voulais vous demander comment utiliser toute sa pensée, et aussi la triade que vous avez un peu parlé à propos dans le séminaire enquête review, où la review, c'est la soumission de la résultat de l'enquête pour refaire le séminaire, la remettre en cercle, de penser un peu ce chemin avec une traduction que c'est une transition, ça veut dire un exodus, que c'est aussi présent et actuel dans la pensée. Et Tony, et bon, d'utiliser ce enseignement de ce Camille commun que nous aurons eu de cette manière-là. Merci. J'avais deux questions, remarques. Le premier, c'est si vous pouvez élaborer un petit peu sur la connexion avec la démocratie directe, ces libérations des technologies de communication, les noyaux marchands, etc. Et la deuxième, c'est une connexion aussi avec l'intervention sur le présent. Et en parlant de la démocratie directe et les expériences aussi dans une perspective internationaliste, j'en rappelle, je parlais avec quelqu'un qui avait vraiment participé beaucoup à Zenzendegi Azadi, c'est le mouvement en Iran. Et on me disait quelque chose qui m'a frappé, et c'est le coût aussi de la grève. Que ils étaient des personnes qui organisaient tous les mouvements, mais on m'avait dit qu'ils se sont confrontés avec les coûts parce que de fermer la société pour des mois, de mobiliser, ça coûtait beaucoup, 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 en termes vraiment d'argent. Et moi, je pense la question financière, si vous voulez, c'est vraiment connecté à ce que disait, je pense, madame, la culture. Si on est prêt pour une culture de la démocratie directe aujourd'hui, parce que, vous voyez, de fermer pas de fermer, mais de interrompre la société, de convaincre les gens d'arrêter de travailler et ensuite de se mettre dans un risque social et financier. Je pense que ça a besoin d'une culture. Et moi, je ne sais pas, mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour ça? Est-ce qu'on est capable aussi de communiquer avec les mondes en dehors? Je ne sais pas. Bonjour tout le monde. On va faire une petite remarque par rapport au revenu universel. Parce qu'en fait, c'est dans même de 2023, on a écrit un article dessus. C'est que ma question, c'est que est-ce que les revenus universels pourraient être un outil dans les luttes des classes de l'ère actuelle
il fait un petit rappel, c'est que, en fait, si Emile Boutang, qui est mon directeur de thèse, avait beaucoup parlé de ce terme aussi, dans son bouquin, surtout l'économisme et l'abeille, et aussi le bouquin de capitalisme conductif qu'il a écrit. En ce moment, il est en train de sortir un livre qui s'appelle La société pollen, qui n'est pas encore lu. Donc, du coup, est-ce que là, enfin, une petite référence, c'est que est-ce que les revenus universels est une mesure progressiste, moderne ou adaptée à notre temps? Oui, parce qu'enfin, après, il y a une question à poser, c'est que dans quel système nous sommes et dans quel système ce revenu s'inscrit-il? Propos de ce que Yen avait appelé dans son livre, c'est que la capacité du système à promouvoir la valeur produite par la coopération sociale, les communes numériques et la culture libre sans jamais la reconnaître ni la redistribuer. Donc, c'est là que le revenu universel rentre en scène. Il est censé compenser cette exploitation invisible, et etc. Donc, il avance un peu plus. Et donc, c'est ce que aussi Négré dénonce avec force. Pour lui, le revenu universel ne veut que celle. Il est revendiqué comme une arme politique par un homme, et par un filet de sécurité, un instrument de lutte en droit conquis par la multitude pour refuser l'exploitation salariale, pour organiser la résistance, pour produire nos vies, notre monde, en dehors de logique de profit. Et si nous laissons les libéraux, les plateformes numériques ou les startups s'approprier cette idée, nous n'aurons un revenu de base contrôlé, conditionné, intégré au système. Et donc, du coup, le revenu universel n'est pas neutre, etc. Et que, donc, du coup, enfin, il va arrêter là, c'est pour savoir. Est-ce que pensez-vous le revenu universel, voilà, pour maintenant aussi s'intégrer à la transition écologique? Voilà, merci. Oui. Merci. Alors, vous avez parlé beaucoup du mouvement de Gilets jaunes. Vous avez parlé un peu du Front populaire. Je voulais savoir comment vous interprétez dans les cadres que vous avez esquissés le mouvement des retraites, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023, et comment vous les savez, comment vous le confrontez avec avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est moins ça. Merci. Je dirais qu'il y a déjà beaucoup de pain sur la planche. Hein? Donc, je vous redonne la parole. No, poi Sì, certo. Va bene. On avance des choses. Non, beaucoup de choses ont été dites de façon utilisée. Je reprends juste quelques points à partir de Lénin. Enfin, je veux dire, très clairement, hein, les années, enfin, les scénarios qui sont en train de se dessiner ne sont pas les plus rosés dans les années à venir. Enfin, il y a tout un tas de processus de polarisation, d'antagonisation à un niveau des rapports sociaux, des rapports géopolitiques qui annoncent voilà, des moments assez compliqués. Et je trouve qu'une des choses qu'on essayait de mettre en avant, c'est pas juste une valorisation de la démocratie directe en tant que telle, mais aussi des limites des formes basées sur un pur horizontalisme. Et à cet égard, j'aime citer juste très rapidement un ouvrage que, de mon point de vue, aussi mes camarades aident à encadrer de façon assez intéressante tout un tas de problèmes qui a été publié en anglais récemment et qui n'a pas encore été traduit en français. C'est Neither Vertical nor Horizontal de Rodrigo Nunes, pardon, qui essaie de dépasser tout un tas de binarismes
qui ont caractérisé la pensée du XXe siècle, hein, verticalité, horizontalité, centralisation, décentralisation, unité, diversité, micropolitique, macropolitique, molaire, moléculaire, spontanéité, organisation, hégémonie, autonomie, parti, mouvement, etc., etc. Je trouve que là, il pose tout un tas de questions de façon vraiment très intéressante. Très rapidement, et une autre chose qui est vraiment intéressante, il invite aussi à dépasser ce qu'il appelle, à faire le deuil de ce qu'il appelle les deux mélancolies de gauche, la gauche 1917 et la gauche 1968. Toutes ces dichotomies-là renvoient d'une manière ou d'une autre à l'une ou à l'autre, et on peut rejouer ça aussi sur plus petite échelle dans les années 2010. Je crois qu'il faut aussi essayer de dépasser les limites de cette pléthore de mouvements sur lesquels on ne s'est pas focalisé, mais depuis 2011, il y a eu tout un tas de cycles très différents qui ont été extrêmement puissants, mais qui aussi ont des limites structurelles d'un côté, de l'autre côté, du corbynisme à Sanders, à Podemos, à Syriza, à Mélenchon, etc., etc. Il y a eu aussi un renouvellement de l'hypothèse réformiste, avec elle aussi des nombreux obstacles, limites, lacunes. Il faudrait, pour élaborer une stratégie, partir de ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années et essayer d'aller de l'avant. Bon, la question européenne elle est extrêmement compliquée. Je note en passant, c'est une des choses qui m'a frappé en lisant le tout dernier petit bouquin de Cédric Durand, publié chez Amsterdam, les 3 conférences qu'il a livrées au sein de l'Institut La Boétie. Cédric qui avait publié en 2013 Un finir avec l'Europe et qui avait fait campagne pour le Brexit, rompre avec l'euro, rompre avec l'Union européenne. C'est vraiment frappant parce qu'à 2 ou 3 reprises, quand il pose la question de faire face au technoféodalisme, à voilà, les influences de l'impérialisme américain via notamment la puissance des plateformes et des GAFAM, il parle d'une souveraineté numérique qui doit se jouer qu'à l'échelle européenne. Et ça, c'est très bizarre, qui vient notamment de lui, c'est pas trop argumenté, mais ça m'a vraiment frappé. Sans bien évidemment déployer, c'est ça, des petits textes, des petites allusions, mais que ça vienne de lui, ça m'avait vraiment marqué. Je trouvais ça quand même intéressant. C'est une impasse, il y a plein de questions, on parle d'Europe, on parle d'Union européenne, enfin, ça pose de nombreux problèmes. C'était quand même assez intéressant. Bon, sur le revenu universel, on pourrait dire énormément de choses. Le point déterminant, là encore, est d'avoir une approche politique, c'est-à-dire quels sont les rapports de force au sein duquel un revenu est implémenté, parce qu'entre récupération, instrumentalisation ou processus d'émancipation, voilà, l'arc est assez c'est un continuum. L'objectif, c'est le plus inconditionnel possible, le plus élevé possible. Et ça dépend juste des rapports de force qu'on est en mesure de mettre en place. 2023, mais je laisse répondre à mes camarades parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop. C'est un petit peu le point de condensation de notre point de vue de ce qui s'est passé depuis 2016. On avait commencé à parler en 2019, quand se mettait en place le mouvement contre la retraite et les gilets jaunes existaient encore, de gilet jaunisation du mouvement. Et c'est à travers ce prisme-là qu'on a lu aussi 2023, c'est-à-dire la capacité auto-organisationnelle, de dépasser les cadres de lutte, un certain jusqu'au-boutisme, une capacité d'initiative, d'auto-organisation, au-delà des cadres établis. Et 2023, même si les manifestations ont été peut-être moins conflictuelles, moins antagonistes, moins intenses, mais malgré tout, il y avait plein de points d'intérêt aussi. Je vais être plus court. Merci. Ouais, nous, on voulait ça, c'est-à-dire on voulait une discussion collective, susciter une discussion collective après notre intervention. Et donc, on ne donne pas de réponses, mais plutôt on va y réfléchir par la suite. Juste quelque chose que David n'a pas encore touché. La première, c'est très important de remarque qu'a fait Michael. Il faut quand même considérer qu'une partie très importante de cette histoire, de cette généalogie et de la figure de Tony à l'intérieur de cette histoire et de cette généalogie, ça se fait en tant que Tony en tant que sans-papier.
Cioè, Tony, il réinvente une façon de militer dans un contexte dans lequel il est sans papier. Et je pense que aussi ce point de vue, c'est pour cela aussi qu'on a insisté sur la question de la fuite, etc. C'est un point de vue pour ne pas dissocier la théorie, la politique et la vie, qui a aussi, je pense, nourri sa mission aussi d'un dépassement du nationalisme et de la constitution d'un espace plus large. Et même, on pourrait citer aussi un autre fait qui est très fort pour l'histoire de Tony, c'est le fait qu'il est profondément pacifiste. Il a perdu un frère à cause des guerres entre les nations de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est des éléments de vie qui rentrent dans la politique et dans la théorie négrienne. Et l'autre question, merci Fabio, je pense que tu as bien, on s'assoit qu'on a grandi ensemble et tu as bien compris ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire rester fidèle et en même temps actualiser la pensée de Negri. Et comment actualiser par rapport à la question que tu as posée, composition technique et composition politique, c'est que l'on constate ici en France, après ces puissants cycles de lutte, c'est cette question, cette problématique se pose en particulier sur deux principaux dynamiques, deux principales dynamiques. D'un côté, la question écologique, qui est la question, et donc je reviens aussi à toutes les remarques de Léna, à savoir, je ne dis pas que la question écologique, c'est une impensée pour l'opéraïsme, mais c'est quelque chose qui nous interroge et qui nous invite à avancer dans la pratique et dans la théorie. Et la deuxième, c'est la question, et c'est pour cela aussi qu'on a montré comment l'opéraïsme et tout le parcours à partir des années 70, 80 a contribué à ce qu'aujourd'hui, par exemple, la France est absolument centrale dans toutes les luttes, que c'est la question du racisme structurel et la question de la pensée et de la pratique antiraciste. Et sur ça, notamment aussi, je pense que les travaux de Sandro sur les migrations ont été essentiels. Mais c'est une question, qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui dans le débat politique en France? Le fait, ça fait peur la révolte suite à l'assassinat de Naël. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est le fait que pour la première fois, ces nouvelles subjectivités sont allées voter. Et ils ont empêché, au deuxième tour des législatives, ils ont fait éruption dans la gorate du politique. Et il s'est déchaîné un racisme structurel suite qui nous a aussi obligés à repenser aussi toute l'accumulation qui a été produite par ce cycle qui a été impressionnant et qui aujourd'hui redéfinit complètement les débats à l'intérieur de l'espace du politique sur des questions qui sont des questions qu'on pourrait définir identitaires, mais qui ne sont pas identitaires, parce que derrière les questions identitaires, il y a une stigmatisation du nouveau prolétariat. C'est le nouveau prolétariat qui émerge et qui est stigmatisé par ce débat sur le racisme structurel d'État et la stigmatisation des couches populaires issues de l'immigration. Termine. Ok. Bon, merci beaucoup pour ces interventions, pour ce débat qui a permis une mise en perspective historique et théorique qui va se prolonger maintenant dans les panels, parce que là, on est déjà à 11h15. Tu voulais encore dire quelque chose? Vite fait. Hein? Vite fait. A mode de conclusione. No, ma hai ragione. Non, merci. Mais bon, alors, juste très, très rapidement, moi, je voulais juste rajouter quelques mots sur la question de Michael. Je pense que parmi, disons, les aspects les plus intéressants de la manière dont Tony a vécu son asile politique et essayé de repenser sa militance, il y a aussi la question, voilà, de la réflexion politique sur la législation d'émergence, sur la législation sur le terrorisme.
Et c'est-à-dire une réflexion sur vraiment l'essence, les applications politiques de la répression qu'il avait subie lui-même, qui se prolonge en France pendant qu'il est, voilà, qu'il est déjà désormais installé en France, dans une réflexion sur, par exemple, les débats autour de l'extradition et au sein des institutions européennes notamment. Et c'est tout un débat qui est très intéressant, mais qui en fait témoigne de cette continuité de la réflexion de Tony autour de son propre destin, disons, juridique, et qui débouche peut-être sur voilà, cette dénonciation du terrorisme comme de l'accusation de terrorisme comme dépolitisation du conflit social en Italie et qui se prolonge dans voilà, la législation européenne. Et là encore, il a été absolument avant la lettre sur cette question. Et puis, juste dernière chose sur la démocratie et sur la question de Léna Ballo. Peut-être je me trompe, mais j'ai entrevu derrière votre question un peu une accusation classique adressée à Tony, voilà, de spontanéisme de la classe. Et je me limite juste à dire que voilà, j'ai l'impression que par exemple dans Assembly, cette question est reprise et reformulée de manière peut-être différente, peut-être aussi pour répondre à ces critiques. Et justement, je trouve très intéressant dans ces derniers textes, voilà, le refus du spontanéisme pour penser au contraire à la fois l'organisation de l'horizontalité d'une part et son rapport avec la verticalité d'autre part, pour utiliser les termes de Zoomes. Et du coup, voilà, toutes ces réflexions débouchent sur des propositions politiques, et notamment, voilà, moi je trouve personnellement très intéressant celle de réserver la stratégie au mouvement et la tactique aux figures de la leadership. Et ce n'est pas une recette définitive, mais ça rajoute un élément important pour penser ces passages, voilà, qui étaient aussi les passages de la composition technique à la composition politique dans une autre question. Mais bon, bref, on est sans soleil ici, du coup. Merci. Très rapidement, en demi-heure arrête à deux points qui n'ont pas été abordés dans les réponses précédentes. Le premier point qui a été soulevé par Alberto, qui pose la question de la géométrie des passions qui anime ces réinventions successives des figures de l'intellectuel militant. Alberto, si je comprends bien, a une certaine insatisfaction pour une géométrie des passions basée sur la joie, l'optimisme, un raisonnable optimisme. On accueille l'invitation à penser aux géométries des passions qui répond à côté de la joie à l'indignation, voire la haine, et qui pose donc le sentiment d'une urgence, qui me semble qui résonne derrière ta question et qui résonne derrière les mouvements de masse écologistes de l'époque contemporaine, avec lesquels Tony avait commencé à discuter, mais qui n'avait pas pu, un dialogue qui n'avait pas pu développer. Un deuxième point par rapport aux circulations européennes, ce qui m'amènera à dire quelque chose sur la question de l'Europe, qui est revenu plusieurs fois. L'un des premiers moments d'enquête, je pense, dans l'expérience biographique de Tony, était celui du voyage. Pas le voyage au sens romantique de l'expérience individuelle, du grand tour, du rapport de l'aristocrate, mais du voyage comme moment d'expérience d'enquête collective, comme voyage politique, voyage militant. Et ce voyage, depuis sa jeunesse, prenait la forme d'un voyage à l'intérieur de l'espace européen, mais un espace européen qui avait un barycentre méditerranéen. D'où, disons, une certaine complexification de ce rapport à l'Europe, sur lequel on a tapé un peu fort dans notre intervention. On a rappelé un moment dont on pourrait continuer de discuter, celui de 2005, mais on peut aussi rappeler d'autres interventions théoriques et politiques. Je me souviens personnellement d'un très beau texte publié suite aux élections européennes de 2019, dans lequel l'Europe comme terrain de lutte qui était dessinée n'était pas une Europe lisse, mais était une Europe striée,
par des rapports de force internes, et où la rupture à l'intérieur de l'espace européen n'était pas un simple facteur d'accélération d'un processus d'intégration linéaire, mais était justement une rupture qui recomposait, fracturait, redisposait l'espace européen sur des lignes de fracture qui le traversent à l'intérieur de cet espace. Donc, voici un mot, disons, pour en nuancer un certain nombre de débats à partir de la dimension de l'enquête comme expérimentation qui est bien évidemment collective et qui s'est fait dans une circulation dans des géographies qui se composent et recomposent en fonction de lutte. Sur cela, je m'arrête. On commence à 11h30, donc on a 15 minutes de retard, mais 10 minutes de pause. Merci. Grazie, qui brucia il computer.